Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député des Yvelines, La République En Marche, porte-parole des députés de La République En Marche. Grève à la RATP. Vous circulez comment ce matin? Vous vous débrouillez Alors, je suis partie très tôt de l'Assemblée nationale et j'avoue que je suis partie en voiture. Pour être sûr d'être à l'heure. Oui. Vous n'avez pas de voiture de fonction? Non, je n'ai pas de voiture de fonction. Ça m'a amusé, Sibeth Ndiaye, qui nous dit moi, je vais utiliser ma voiture de fonction et je serai de tout cœur avec tous les franciliens qui vont galérer dans les couloirs du métro. Un peu maladroit. C'est sûr que malheureusement, ça va être très compliqué pour les franciliens, on le sait. Un peu maladroit quand même, enfin bon. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'on avance sur cette réforme qui est essentielle. Bon. Alors, je vais vous en parler de cette réforme, mais auparavant, je voudrais vous parler de la RATP. On est bien d'accord. La RATP qui doit assurer au moins 50% du service aux heures de pointe, c'est ce qu'on nous dit. En fait, il n'y a pas de service minimum, pas de service garanti, ça n'existe pas. De fait, il faut peut-être revoir la loi pour que ce soit possible, parce qu'on se rend bien compte que le service garanti qui a été voté en 2007, qui est une bonne chose, qui était une avancée importante, à partir du moment où vous avez un niveau de grève particulièrement élevé, et là on le voit aujourd'hui avec 10 lignes de métro à Paris qui sont complètement à l'arrêt, vous n'avez pas la capacité d'assurer ce service. Alors j'ai vu qu'ils avaient mis en place quand même un certain nombre de systèmes D, on peut dire ça comme ça. Mais ça n'est pas suffisant pour des gens qui doivent aller travailler. Donc il y en a qui peuvent faire du télétravail parce que c'est possible au regard de leurs emplois, et il y en a qui ont besoin d'être physiquement présents. Et pour eux, ça va être une journée cauchemardesque. Et je pense qu'il va falloir peut-être revoir la loi en la matière. Oui, alors je vais vous en parler parce qu'il y a un contrat quand même aujourd'hui entre la RATP et la région Île-de-France. Le service mobilité de la région Île-de-France. Il y a un contrat et la région a raison, peut-être, a-t-elle raison de ne pas payer la journée d'aujourd'hui? Mais moi, ça me paraît normal. C'est-à-dire qu'il y a un service qui est dû à des usagers, que la région, en effet, contractualise, que ce sont plusieurs millions d'euros par jour, du coup, qui sont investis. Entre 5 et 7 millions d'euros. C'est légitime. C'est-à-dire les franciliens payent. Ils payent, en l'occurrence, à un pass Navigo. Les employeurs, d'ailleurs, participent à leur rembourser à 50%. Donc, à partir du moment où le service n'est pas garanti alors qu'il devrait l'être, eh bien, à la fois, il y a quelque chose qu'on devrait faire au niveau de la loi, peut-être pour renforcer les choses, et il me paraît légitime, en effet, que la région Île-de-France considère qu'elle n'a pas à payer la totalité pour une journée. Faut-il rembourser les usagers? Oui, je pense que si on peut faire une quote-part qui permette de rembourser une journée où les usagers n'ont pas pu bénéficier des transports en commun, oui, ça me paraît légitime. Bon, alors la loi, justement, faut-il restreindre le droit constitutionnel de faire grève pour permettre la réquisition du personnel dans les transports public? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs options. Il y a celle-ci que vous énoncez qui est quand même assez rude. Comment rude? Ça existe bien, la réquisition, dans les hôpitaux, par exemple. Oui, parce que vous avez quand même une question de vie ou de mort dans les hôpitaux, et vous avez en général un personnel qui est lui-même particulièrement responsable et qui prend jamais le risque de mettre en danger la vie de ses patients. Donc de toute façon, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la même situation. Quand les services d'urgence sont en grève, de fait, les personnels sont quand même présents aussi pour assurer une continuité du service. Alors que faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une déclaration préalable sur la grève qui soit vraiment largement anticipée, de manière à pouvoir prévoir beaucoup plus facilement et substituer éventuellement, et qu'il y ait des moyens de substitution peut-être prévus beaucoup plus en anticipation? Je pense qu'il faut tout mettre sur la table en tout cas, parce que ce qui se passe, non, mais vous me dites par la loi. Mais quelle loi pourrait permettre d'améliorer les choses? De fait, on a une première loi sur laquelle on peut s'appuyer, qui est celle de 2007 sur un service qui n'est pas de fait un service minimal ou minimum, qui est un service garanti. Comment pourrait-on rendre ce service non pas absent, mais réel? Alors déjà, il est exceptionnellement absent. Vous avez bien vu quand même que depuis 2007, on n'a pas du tout le même niveau. Comment imposer le service garanti? Et je vous dis peut-être que ça peut être une déclaration qui est beaucoup plus en anticipation quand on veut faire grève et qu'on travaille dans un service qui doit rendre service aux usagers comme les transports publics, parce qu'on sait qu'on peut pénaliser des usagers, qu'on peut pénaliser l'économie. Donc on déclare la grève avant? Il y a déjà un système de déclaration anticipée, mais peut-être qu'on peut aller plus loin en la matière, de manière à ce que les services... Pas d'autre solution. Vous évoquez une proposition qui est la plus sévère, c'est-à-dire obliger à la réquisition. Elle est faite par Valérie Pécresse. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit de nature constitutionnelle, parce que de fait, ça veut dire qu'on justement, il faut modifier la Constitution. On rogne. Oui, mais je suis quand même attachée à la possibilité des salariés, quels qu'ils soient, et quand bien même je ne partage pas leurs convictions, à ce qu'ils puissent faire grève. Donc il faut qu'on arrive à concilier plusieurs principes. C'est souvent ça quand on fait la loi.
fois. Comment on concilie plusieurs principes, en l'occurrence la liberté des Français d'aller travailler, d'aller circuler, et puis la liberté de ceux qui travaillent aussi de vouloir à un moment, pour contester, faire grève. Peut-être qu'on peut aller plus loin dans la conciliation de ces principes sans pour autant rogner sur l'un des deux. Bon, Aurore Berger, avec votre régime universel, cette réforme des retraites, ce sera la fin du régime spécial des agents de la RATP, c'est clair. Oui. C'est clair. Oui. Bon, est-ce qu'il y aura comme les pour autres eux, régimes spéciaux. comme les autres régimes spéciaux, est-ce qu'il y aura pour eux une prise en compte de la pénibilité? Alors, la prise en compte de la pénibilité, elle sera pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Déjà, Dans il faut déjà avoir bien en tête d'où on part. On part de 42 régimes de retraite différents aujourd'hui. Oui. On dit qu'il faut avoir un régime universel. Pourquoi ? Oui. Parce que les métiers ont changé. Parce qu'aujourd'hui, la solidarité qui existe et qui se fait métier par métier, il vaut mieux qu'elle existe entre les métiers. Parce qu'aujourd'hui, on a un système qui est lisible. Vous demandez à quelqu'un qui a 54, 55 ans, concrètement, est-ce que vous savez combien vous toucherez à la retraite? En général, les personnes ne sait pas aujourd'hui. Non, mais alors, en général, les personnes savent parce que c'est assez lisible. Oui, parce qu'en moyenne, on cotise à 3 régimes de retraite différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument le changer. Pour que ce soit à la fois plus solidaire entre les métiers, pour que ce soit plus transparent, pour que ce soit plus juste. Un exemple très simple. Quelqu'un qui aura gagné la même chose tout au long de sa vie. Il y en a un qui a commencé sa vie dans le secteur privé, qui finit dans le secteur public. L'autre qui a fait l'inverse. Il a commencé dans le public, il finit dans le privé. Ben, il aura une retraite moindre que le premier. Alors qu'il aura peut-être eu le même niveau exactement de rémunération. Donc là, donc ça n'est pas public, juste. On va accumuler des points. On est bien d'accord tout au long de sa vie professionnelle. Mais comme ça existe dans le secteur privé avec le régime Agirc-Arrco, et ça se passe très bien. Oui, j'ai compris. Mais Aurore Berger, c'est la valeur du point à la fin qui va compter. Bien sûr. Qui va fixer la valeur du point? Mais c'est les partenaires sociaux qui doivent pouvoir la fixer. Alors, dans votre réforme, ce sont les partenaires sociaux qui fixeront la valeur des points. Pour moi, il y a une logique, évidemment. Est-ce que les partenaires sociaux... Mais on dit depuis le début que les partenaires sociaux doivent être les acteurs même de cette réforme. Donc ça, c'est très important. La logique, pour moi, c'est quand même que les partenaires sociaux soient pleinement associés sur la manière avec laquelle la valeur du point va être fixée. Parce que c'est bien ça qui va être l'inquiétude des Français. Mais c'est déjà le cas. Les partenaires sociaux, aujourd'hui, c'est eux qui gèrent... Donc ça ne changera pas. C'est eux qui gèrent un régime comme Agirc-Arrco. C'est 82 milliards d'euros par an. Oui, je sais. Et ceux qui, aujourd'hui, en bénéficient, qui sont à la retraite et qui touchent leur pension de retraite de la part d'Agirc-Arrco, ils n'ont pas de difficulté à le toucher. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir un système qui est solidaire entre les métiers, qui est solidaire entre les générations, qui est plus transparent, qui est plus lisible et qui fonctionne par points. Donc les partenaires sociaux fixeront la valeur du point. Je pense qu'ils doivent être associés à cette fixation, ça me paraît évident. Alors, attendez, associés à la fixation ou est-ce que ce sont eux qui fixeront? C'est pas tout à fait pareil. Vous avez raison, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez raison, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est aussi pour ça justement qu'il y a une concertation qui est engagée avec eux pour déterminer la manière avec laquelle, qui n'est pas une réforme d'ailleurs, qui est une vraie transformation du système de retraite, doit s'opérer. Ça n'est pas juste. Avant, on jouait sur un seul paramètre. Donc, si je caricature un peu, on était de droite, on disait il faut décaler l'âge de départ, et on était de gauche, on disait il faut jouer sur la durée de cotisation. Mais déjà, c'est pas un jeu, on n'est pas là pour pousser des paramètres. On prend en compte les deux. Il faut pouvoir prendre en compte les deux, justement pour répondre à votre première question, qui est celle de la pénibilité. Parce que si vous ne prenez en compte que la durée de cotisation, vous ne pouvez pas prendre en compte la pénibilité des métiers, vous ne pouvez pas prendre en compte ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et donc, il faut que les deux paramètres soient évidemment pris en compte. Alors, consultation citoyenne entre fin septembre jusqu'à fin décembre, 3 mois de consultation citoyenne. On se demande que la réforme est déjà pratiquement écrite. Non, elle va être discutée. Parce qu'elle n'est pas complètement écrite, que ça mérite qu'on puisse parler avec les citoyens. Il y a un diagnostic qui va être fait. Exactement. On est bien d'accord. Diagnostic financier sur le système actuel des retraites. Avec l'objectif d'un retour à l'équilibre dès 2025. Si le système fonctionne bien, pourquoi le changer? Parce que c'est justement... Si le diagnostic nous dit le système actuel fonctionne bien. Actuel, oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Un, c'est pas parce que tout va bien, soi-disant, aujourd'hui, que pour autant, il est nécessaire de ne rien changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en 1960, vous aviez 4 actifs pour un retraité. En 2040, vous aurez 1,5 actifs pour un retraité. Donc vous voyez bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui risque de ne plus fonctionner. On manquera d'actifs. On manquera cruellement d'actifs. 1,5 actifs pour un retraité, tout le monde voit bien que l'équation mathématique, elle fonctionne pas. Donc c'est pas parce que ça peut aller bien aujourd'hui, qu'on peut parvenir à l'équilibre en 2025, qui est notre objectif politique et financier, que pour autant,
pour autant, ça veut dire qu'il ne faut pas anticiper. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant de se dire que, justement, on n'est pas dans l'urgence d'agir, qu'on n'est pas là pour bouger un paramètre, qu'on n'est pas dans l'urgence de trouver une solution dans les 6 mois, mais qu'on doit transformer un système pour les 50 prochaines années. Alors, j'ai une question subsidiaire, Aurore Berger. Ce système universel par points sera appliqué à tout le monde. Bien sûr. Même à vous. Évidemment. À tous les hommes politiques, à toute la classe politique, qu'ils soient députés, ministres, président de la République, journalistes ou peu importe, journalistes. On est dans le régime général. Mais la question ne se pose même pas. Et d'ailleurs, nous l'avons même anticipé. Moi, quand je suis arrivée, quand je suis devenue députée, le premier jour où j'ai été élue députée, vous faites des démarches administratives. Et on m'a dit, est-ce que vous voulez cotiser 2 fois plus? Parce que c'était une possibilité, c'était facultatif. Et donc, en cotisant 2 fois plus, eh bien forcément, on avait un régime de retraite qui était très avantageux. On l'a supprimé. On a supprimé cette possibilité de double cotisation. On a baissé, nous, députés de La République En Marche, de 37% nos pensions de retraite. De 37%. Parce que ce serait quand même très incohérent de dire aux Français on supprime le même système. C'est-à-dire que vous allez accumuler des points, mais comme vous ne restez pas député très longtemps... C'est l'objectif, c'est maximum 3 mandats. Donc vous n'allez pas... Oui, maximum 3 mandats. Donc si j'ai cotisé 15 ans, ça équivaudra à 15 ans et pas à 30 ans. 15 ans et pas plus. Non. Donc vous toucherez une toute petite retraite. Hein. Eh ben, j'espère bien que ma vie professionnelle ne s'arrêtera pas une fois que je n'aurai plus été député. Voilà, vous cumulerez. Vous n'aurez pas... Mais comme tous les Français, j'aurais eu plusieurs métiers dans ma vie. Non mais c'est bon à savoir parce que là, la question est posée par les Français. Eh ben, de manière très claire, si on demande aux Français de faire des efforts, il faut d'abord qu'on se les applique à nous-mêmes. Et on a déjà baissé de 37% nos pensions de retraite. Bon, Richard Ferrand, maintenant, pas de démission. On a entendu vos arguments des uns et des autres. Moi, je voudrais simplement, il est mis en examen, je voudrais simplement rappeler les faits très vite. 2011, il est directeur général des mutuelles de Bretagne. Il loue un local à une société immobilière qui appartient à sa compagne avec laquelle il vit. C'est bien cela, hein? Oui, c'est bien cela. Moralement, c'est acceptable ou pas? Compagne... Vous auriez fait la même chose? Mais attendez, à un moment, déjà, on ne se place pas sur le terrain de la morale. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en... Non, parce qu'en permanence, on veut nous entraîner sur ce terrain-là. Je suis désolée. Je connais Richard Ferrand. Je savais très bien que j'allais être interrogée sur la question. Donc, je ne serais pas là ce matin devant vous si je n'avais pas toute confiance en Richard Ferrand. Je serais pas là. Mais deuxièmement, il y a une mise en examen. Oui. Une mise en examen, que ce soit pour Richard Ferrand, Jean-Jacques Bourdin, Aurore Berger, n'importe qui. Ça n'a jamais été une présomption de culpabilité, c'est une présomption d'innocence. On est d'accord. Si on change ça, si on change la nature de cela, alors, je suis désolée, mais notre système de justice, il ne fonctionne plus pour quelque justiciable que ce soit. D'autre part, si vous rappelez aussi les faits, vous rappelez qu'il y a déjà eu un premier classement sans suite. Après 5 mois d'instruction qui se sont passés. Il y a eu un premier classement sans suite. Ensuite, Anticor a fait une deuxième plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la deuxième plainte d'Anticor? On a dû dépayser l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit d'intérêts qui concernait Anticor. Pas Richard Ferrand, Anticor. Donc qu'une association veuille et cherche à déstabiliser, c'est leur problème. Il y a une réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, il est mis en examen. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il est mis en examen. Il est président de l'Assemblée nationale. Et que rien ne l'empêche d'être président de l'Assemblée nationale. Macron a beaucoup parlé de la moralisation de la vie publique. Politiquement, est-ce une mauvaise nouvelle? Moi, ça me fait pas plaisir pour Richard Ferrand qu'il soit mis en examen. Non. Oui, ça c'est moi certain. aussi, je comprends très bien. Certain. Oui, non mais d'accord, mais moi, politiquement, est-ce une mauvaise nouvelle? Est-ce une mauvaise nouvelle? Mais moi, j'attends. Au-delà de ce qui est légal ou pas, est-ce acceptable? Moi, je suis désolée, mais je me place sur le terrain de la justice et du droit. Et moi, j'attends avec impatience la deuxième décision de justice qui va intervenir. Et de la même manière que Richard Ferrand, je l'attends avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination et en effet beaucoup d'impatience. Parce qu'encore une fois, il y a eu un premier classement sans suite après 5 mois d'instruction. 5 mois d'instruction où tout a été vérifié et il n'y avait rien qui pouvait démontrer une quelconque culpabilité. Rien. Au-delà de ce qui est légal, est-ce acceptable? Qui disait cela? C'est Richard Ferrand. Mais qu'est-ce qui est acceptable? Vous vous rappelez à propos de qui? À propos de qui? Je ne sais pas honnêtement à propos de qui. De quelqu'un que vous avez bien connu, François Fillon. François Fillon, c'était début 2017. Mais attendez, est-ce que Richard Ferrand a embauché sa compagne dans le cadre d'un emploi fictif? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, la mutuelle de... Non, mais attendez. François Fillon n'a pas été condamné, il est présumé innocent. Excusez-moi, on a un certain nombre d'éléments... Vous êtes en train de le condamner, là. Non, mais on a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui ont démontré vraisemblablement ça. Après, en effet, vous avez raison. Il n'a pas été jugé, il est jugé au mois de février. Vous avez raison, c'est la justice qui dira... Non, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû dire ça comme cela. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est la justice qui démontrera si oui ou non. Mais les situations... Vous avez raison, ça s'applique à tout le monde ou à personne.
c'est pas une girouette. Vous avez raison, ça s'applique à tout le monde ou à personne. Je dis juste que dans le cas de Richard Ferrand et de sa compagne, on n'est absolument pas dans la même affaire. De la même manière, la présomption d'innocence s'applique à tous. Bon. En effet. Et je reconnais tout à fait que je n'aurais pas dû m'exprimer de cette manière. Bon, Jean-Luc Mélenchon, lui, il soutient. Vous avez vu, ça vous a surpris, ça vous a étonné? J'avoue que je regarde assez peu les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il a fait une petite itinérance en Amérique latine. C'est assez intéressant. Oui, mais quand vous soutenez Lula, si vous voulez, je ne suis pas Lula, certaine. C'est pas si mal, non? Je pense qu'on peut quand même s'interroger sur le niveau de corruption qu'il y a pu y avoir notamment avec Lula et avec Chavez, qui a notamment conduit à ce qu'on ait Bolsonaro au Brésil. Bien. Aurore Berger, la PMA, vous coordonnez le groupe La République En Marche sur cette sur cette loi bioéthique. Oui. La PMA, j'ai 2-3 questions. Ouverture de la PMA aux femmes seules, c'est acquis, en commission. Nous l'avons voté. C'est voté, oui. Alors, mère et mère. Oui. On est bien d'accord, au même niveau. Au même niveau. Au même niveau. Vous avez voté cela. Ce qui est essentiel, c'est-à-dire que quand vous avez un couple de femmes qui s'engagent dans un processus de PMA, il faut que les deux puissent être reconnues comme étant les deux mères. Il ne faut pas que celle qui va porter l'enfant puisse tout d'un coup se désengager du projet et dire à la deuxième, finalement, je ne souhaite plus avoir cet enfant avec toi. Et donc, la mettre dans une situation d'inégalité majeure par rapport à elle. Donc, c'est bien un couple de femmes qui va s'engager dans un processus et qui vont devenir toutes les deux au même niveau, au même moment, mère de cet enfant. Les enfants nés de GPA à l'étranger? Les enfants nés de GPA à l'étranger, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. Moi, à titre personnel, je suis heurtée par le fait d'aller faire une GPA à l'étranger. Je n'aime pas le terme de GPA éthique parce que pour moi, il n'y a pas de GPA qui puisse être éthique. Mais ces enfants... Mais on a ces enfants qui sont là. Oui, alors? Et donc, les enfants, ils n'ont pas à être responsables des choix qui ont été faits par leurs parents. Donc, ce qu'on va faire, la garde des Sceaux va faire, c'est une circulaire qui va bien venir repréciser les choses. Et c'est-à-dire? Celui qui est le père... biologique est évidemment le père et c'est retranscrit dans l'acte d'état civil et c'est automatique pour le père. Que ce soit ensuite pour son conjoint ou pour sa conjointe, parce que ça peut être aussi un couple hétérosexuel, alors il faudra passer par une procédure d'adoption pour que le deuxième parent, donc homme ou le père biologique sera reconnu automatiquement. Il est le père. C'est-à-dire que l'enfant aura un statut civique. Évidemment, on laisse pas ses enfants dans un statut civique, donc le père sera reconnu comme le père et le conjoint, homme ou femme, sera obligé d'aller reconnaître l'enfant. On est d'accord. Il fera une procédure d'adoption. Voilà ce qui va être décidé. Il fera une procédure d'adoption. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on fait comme si l'acte n'avait pas existé, comme si le recours à la GPA n'avait pas existé. Et moi, je suis désolée, mais c'est un acte qui n'est pas anodin. Et il faut à un moment qu'on n'oublie pas l'acte et la manière avec laquelle il s'est passé. Et dans le même temps, il faut évidemment qu'on ne laisse pas ces enfants dans un no man's land juridique parce qu'on est en France et parce qu'on estime qu'il faut d'abord faire prévaloir l'intérêt de l'enfant. Aurore Berger, je termine avec le bien-être animal. Ça vous tient à cœur. Oui. Proposition de loi. On est bien d'accord, il va y avoir une proposition de loi. Oui. Alors, que va-t-elle contenir? Déjà, j'attends les propositions très concrètes qui doivent arriver, et de la part de la ministre de l'écologie et de la part du ministre de l'agriculture. Ils se sont engagés à aller vite sur le sujet. C'est-à-dire? Ce qui signifie que normalement, ils se sont engagés. Que demandez-vous? Fin septembre, il y a des choses qui passent de manière réglementaire. La ministre de l'écologie peut très bien dire qu'on peut interdire les animaux sauvages dans les cirques. Elle peut dire... Vous demandez l'interdiction? Je demande l'interdiction des animaux sauvages. Ce sera dans la proposition de loi? Si ça n'est pas fait par voie réglementaire, il faudra que ce soit dans une proposition de loi. Bon, et encore? De la même manière... Il faut interdire les montreurs d'ours. On a encore vu des images terrifiantes sur ces animaux et la manière avec laquelle ils sont enchaînés. Il faut interdire enfin aussi les fameux delphinariums. Je suis désolée, mais la place d'un dauphin, place d'un orque, c'est pas dans un Marineland. Dans la loi, vous demandez l'interdiction des delphinariums. Moi, je considère que tout ce qui ne sera pas fait par voie réglementaire, alors que ça peut se faire, doit être fait par la loi et qu'on doit prendre nos responsabilités en la matière. Et encore aller plus loin sur la question de l'abandon. On est le pays malheureusement record en Europe de l'abandon. Il faut augmenter les sanctions de manière très claire quand on a des abandons d'animaux. On peut interdire la vente d'animaux. On peut interdire la vente d'animaux en animalerie. La Grande-Bretagne l'a fait parce qu'acheter un animal, en fait, c'est pas tout à fait anodin. Donc on interdit aussi dans la loi, si jamais il n'y a pas de circulaire, la vente d'animaux en animalerie. Tous ces sujets-là. Moi, je me suis déjà exprimée sur le sujet sur la corrida. Je veux qu'on interdise la corrida aux mineurs. Je considère que ça n'est pas la place. Moins de 18 ans, plus de corrida. À voir, est-ce que c'est 16 ans, est-ce que c'est 18 ans, ça peut se discuter. C'est aussi un débat parlementaire qui doit pouvoir exister. Donc ça aussi, ce sera dans la loi. Mais moi, ce que je dis de manière très claire... Mais c'est clair, ce sera dans la loi. Écoutez, moi, je le souhaite.
Et je ferai en sorte que ce soit. Vous déposerez une proposition de loi? Avec mes collègues, avec Samantha Cazbonne, avec Loïc Dombreval, avec Corinne Vignon, avec Lauriane Rossi. On est une 50aine de députés de La République En Marche. Et je pense que ça ira bien au-delà de notre groupe parlementaire. Ce que je dis clairement au gouvernement et ce que je lui demande, c'est qu'on a pris des engagements forts sur ce sujet-là. Et qu'on doit être la majorité qui tient ces engagements sur le bien-être animal. Si c'est pas fait par voie réglementaire, si ça ne va pas assez vite par voie réglementaire, je veux qu'on le fasse dans le cadre d'une proposition de loi. Et je sais qu'il y aura de la détermination dans mon groupe pour que ça aille au bout. Alors, dernière question, Aurore Berger. Un ministère de la protection animale, vous le demandez? C'est utile? Je ne sais pas si c'est utile ou nécessaire. Est-ce qu'il est normal que le ministre de l'Agriculture défende aussi la protection animale? Sincèrement. C'est une question qui peut se poser pour savoir si ça ne doit pas être au sein du ministère, par exemple, de l'écologie, que ces sujets soient. Vous évidemment, préféreriez? disons qu'il y a aussi des sujets qui vont toucher l'élevage et donc ça peut être aussi légitime que le ministre de l'Agriculture ait son mot à dire sur le sujet. Ça peut être une compétence très partagée. On peut aussi dire qu'il y a des enjeux d'éducation. Enfin, sur ces sujets-là, c'est tous les ministères qui peuvent potentiellement être concernés. C'est le ministère de l'Intérieur qui va donner instruction aussi. C'est le ministère de la Justice. Moi, ce que je veux, je me fiche qu'il y ait un ministère ou qu'il n'y ait pas un ministère. C'est pas mon sujet. Ce qui est mon sujet, c'est qu'en tout cas, on avance. On aille beaucoup plus vite parce qu'il y a des mesures qui sont simples à prendre, qui peuvent aller très vite et il n'y a aucune raison de ne pas avancer sur le sujet. Merci Aurore Berger d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55.